Bonsoir et merci pour votre invitation. Je ne vous vois pas. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. C'est la première fois que je suis à Reims. Comme vous avez entendu, je suis française. J'ai grandi en Alsace. J'ai fait mes études à Strasbourg. Je m'appelle Anne-Catherine Fleit. Je suis associée de l'agence PELT 72. Et ça fait plus de 20 ans, donc comme Ariane l'a déjà mentionné, que je travaille à Vienne. Donc je vais faire l'introduction en français, et une fois que je vais passer au projet, je vais parler allemand. C'est plus simple pour moi. Bref, c'est ma langue de travail, donc j'arrive mieux à expliquer les projets en allemand. Je vous présente notre équipe. On est plus ou moins une trentaine de personnes, avec nous inclus, donc 5 associés. Michael Obrist, que vous voyez au milieu, lui, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine de l'enseignement. Il est professeur à la Technische Universität de Vienne, donc à l'Université technique de Vienne, à l'Institut du logement. Et nous 4 on tient l'agence, en gros. Et ouais, voilà. Donc on a démarré début 2002. Je suis arrivée à Vienne fin 2001, novembre 2001, fraîchement diplômée. Et je ne parlais pas allemand. J'ai cherché du travail, je n'ai pas trop réfléchi. Je n'en ai pas trouvé forcément vu que je ne parlais pas la langue. Mais au final, c'est ce qui était bien vu qu'on a monté notre agence grâce à ça. Comme vous voyez, on est un peu tous des enfants d'Erasmus. Donc en noir, c'est nos villes d'origine où on est né, et en rouge où on a fait nos études, et on a tous passé 1 an ou 2 à l'étranger, et c'est là où j'ai rencontré 2 de mes associés. Moi j'ai passé 1 an à Delft où j'ai rencontré 2 de mes associés en 99, et voilà. Quelques photos de l'agence. Donc retour 2002, arrivé à Vienne, on n'avait ni projet, ni contact. Aucun de nous n'était, on va dire, originaire de Vienne, mais on avait une envie de faire et beaucoup de questions. Et nos premières questions concernaient l'importance de l'espace public. Et du coup, on a commencé par des interventions dans l'espace public. Et c'était des projets auto-initiés. C'est nous qui les avons mis en place. Et c'est ce qu'on appelle urban stratégie urbaine. Je vais juste vous en présenter 2 parce qu'elles donnent un peu le contexte de notre peut-être manière de voir certaines choses ou certains éléments. Ça, c'était un des tout premiers projets, Toronto Barbecue, en été 2002. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Vienne, mais c'est vraiment dans un haut lieu culturel viennois. Derrière vous, il y a le quartier des musées. Devant, le musée d'histoire naturelle et le Kunsthistorische Museum, c'est un musée des beaux-arts viennois. Et en fait, devant, il y avait cette place qui, à l'époque, était un non-lieu, n'était pas dans la carte mentale des gens. Et du coup, on est parti un peu d'une provocation. On a suivi le tracé existant et on a transformé cette place encore, on va dire, non existante en jardin ouvrier. Et l'idée de cette provocation, c'était un peu redevenir acteur de l'espace public. Remise en contexte, à l'époque, il n'y avait pas de social media, enfin de médias qui nous permettaient on va dire, de promouvoir ça. Mais sans rien faire, il y a eu une appropriation très spontanée. On n'a demandé à personne de venir, ou on n'a pas organisé... Enfin, si, ce qu'on a organisé, c'était des discussions avec différents intervenants, que ce soit la ville ou des intervenants dans l'espace public, des paysagistes et autres, et un petit concours aussi, ça on a fait sur place, qui invitait les gens à donner leur vision de cet endroit. Et donc cette privatisation temporaire a ouvert, on va dire, un débat et une prise de conscience du potentiel de ce lieu. Est-ce qu'on a laissé des traces? L'année d'après, le quartier des musées nous a redemandé de faire cette installation. Cette fois-ci, on a demandé de l'argent. Parce que la première année, c'est nous qui avions tout fait et proposé. Enfin, on leur a demandé, bien sûr, l'autorisation de s'installer là 1 semaine. Donc, ils ont refusé. Donc, il ne s'est rien passé. Et par contre, l'année d'après, ils ont organisé un concours concernant cette place pour un espèce de pavillon d'information
pavillon d'information. Notre tout premier projet, c'était pour une exposition. Le commissaire d'expo s'appelait Yann Tabor. C'était en fait un personnage, on va dire, de la génération 68, donc qui connaissait les grandes utopies, les grands changements à grande échelle, et il a demandé à la nouvelle génération, donc en 2002, quelle était notre, on va dire, notre utopie aujourd'hui. Et en fait, il a organisé le musée en carré, en gris, comme Manhattan, de 2 par 2, et chaque agence avait donc un carré de 2 mètres par 2 mètres. Et nous, notre première intuition et volonté, c'était de sortir des murs du musée et aller en ville. Donc on a imprimé 20 000 stickers, le format d'un CD, 15 phrases différentes. Et pour nous, c'était un peu une invitation et une manière silencieuse, on va dire, aussi de prendre de nouveaux positions dans l'espace public. Peut-être le regarder à nouveau ou différemment, ou l'interroger. Et comme vous voyez, il y a une carte postale aussi à l'extérieur. Donc en fait, c'était des autocollants qu'on pouvait décoller. Donc un visiteur pouvait choisir sa phrase, ou plusieurs, décider de l'endroit où il allait laisser une trace, le coller. Et nous, pareil, à l'époque, on n'avait pas encore les médias qu'on a aujourd'hui. Si c'était à Vienne, on recevait l'adresse sans frais de port. Et on a fait le travail d'aller découvrir ces endroits. On a pris une photo dans l'espace de musée. On montrait où tous ces stickers étaient posés en ville. Et moi, c'était une très belle manière. Je venais d'arriver. C'était une très belle manière pour moi de découvrir cette ville. Là, on va dire, les domaines dans lesquels on travaille. On a continué à faire des interventions et des projets temporaires. Donc, cette question de l'espace public a continué à nous suivre, on va dire. Et par là même, en fait, aussi la réflexion de tout ce qui nous entoure, la force du contexte, le potentiel du lieu, est sorti un peu encore plus, s'est affirmé, on va dire, de manière encore plus forte à travers ces projets-là. On construit aussi des écoles. La dernière, d'ailleurs, à Strasbourg, avec mes amis, l'agence MW. Les écoles, c'est toujours un beau programme, on va dire aussi. C'est aussi un potentiel d'un lieu où des espaces d'usage, on va dire. Comment multiplier les possibilités, les interpréter, réfléchir les espaces peut-être un peu différemment. Et les enfants, c'est toujours assez... c'est super, en fait, pour ça, parce qu'ils s'approprient les espaces de manière très fluide et naturelle. Et quelque part, c'est aussi un début d'apprentissage de vie ensemble, dans le sens large du terme, mais ils apprennent déjà à agir en groupe, en se respectant les uns les autres. Espace de travail, pareil, question du commun et de l'échange, avec en même temps, on va dire, des espaces de concentration, des espaces de communication, sous un même toit, sans peut-être, on va dire, construire des murs de manière classique, mais essayer de créer des zones de manière un peu plus fluide. Et la relation du plein et du vide, donc toutes ces places, ces entre-deux, ces espaces intermédiaires, publics, semi-publics, semi-privés, tous ces passages, en fait, en allemand, il y a un beau mot qui s'appelle Schwellenraum. C'est un espèce d'espace entre deux espaces, de passage de l'un à l'autre. Ça, c'est une constance qui nous suit pour chaque projet, essayer d'étendre un peu ou de décliner ces entre-deux, ces passages de transition. Et pour nous, un peu une question qui est récurrente aussi, au final, c'est comment vivre ensemble. Quels sont les paramètres et les éléments qui nous servent et nous aident à vivre ensemble. Habiter ou avoir un toit devrait être un droit pour tous. Alors forcément, les municipalités jouent un rôle essentiel là-dedans, mais quel est notre rôle d'architecte dans tout ça? Comment donner un logement décent à des futurs habitants et leur offrir également une possibilité d'échange. On a commencé
On a mis du temps à arriver à pouvoir construire à Vienne. Nos premières interventions sont dans l'Italie du Nord, parce que là-bas, les concours étaient ouverts, donc c'était plus simple pour nous d'accéder à la commande là-bas. On a gagné quelques concours qui nous ont permis de réaliser nos premiers projets dans ces paysages-là. Et c'est là que je passe en allemand. Donc, wohnen am Land. Voilà, vivre à la campagne. On connaît tous évidemment le concept de la maison individuelle. Le sol est précieux et on a commencé à travailler à partir de 4 paradigmes. D'abord, chacun veut sa sphère privée, chacun veut son espace de liberté. Chacune, bien sûr, veut se déterminer individuellement sur ce elle veut faire quand. Et puis, reste pour nous une question ouverte. On fait quoi du voisinage? Est-ce qu'on veut vraiment se séparer les uns des autres ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout cela? C'est donc le questionnement que nous avons utilisé pour mettre en œuvre ces souhaits individuels, mais au lieu de faire du côte à côte, faire un ensemble. De quelle manière est-ce que ces frontières physiques peuvent être organisées de manière plus voilée, plus diffuse? Mais voilà, donc on commence avec la sphère privée. Vous savez qu'une maison ressemble beaucoup à ça, dessinée par des enfants. Mais pourquoi est-ce que ça ne ressemblerait pas à ça? Ça, c'est la fille de mon partenaire de vie. Je vais vous montrer 3 réalisations que nous avons faites à la campagne qui nous ont vraiment permis de démarrer notre activité dans ce sens-là, c'est-à-dire donner une nouvelle typologie que nous avons ensuite continué à développer. Alors, tout d'abord, l'espace public. L'espace public à la campagne, c'est quand même souvent la route. Bien sûr, c'est un espace collectif. Alors, nous avons cherché une nouvelle organisation pour reconfigurer l'espace public. Je vous ai dit comment travailler ces souhaits de topographie pour en faire un ensemble et un vivre ensemble. Donc, on a 8 maisons et on a une rue au milieu, une rue de jeux. Donc, ce sont en fait des bâtiments, hein, ce ne sont pas des maisons individuelles. On a utilisé la pente pour pouvoir décentrer la route des voitures et dans la partie haute, c'est-à-dire comme une cour, en fait, entre ces petits immeubles, c'est de l'habitat collectif, de taille relativement raisonnable. Et voilà, ça permettait d'avoir un espace commun et pour les enfants en toute sécurité et d'éliminer la voiture de l'espace et du voisinage immédiat. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, les enfants sont quand même souvent les premiers qui s'approprient cet espace. Vous voyez les chemins, vous voyez de quelle manière ces bâtiments et ces maisons sont reliés. C'était aussi un projet participatif, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une coop, enfin une coopérative pour pouvoir rencontrer les futurs habitants. D'abord, pour les identifier, savoir ce qu'ils souhaitaient, qui voulait habiter là, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous avons fait en Italie du Nord, un projet en Italie du Nord, dans le Tyrol du Sud. Ici, nous avons organisé à nouveau, nous avons exploité le terrain, on a fait des accès visuels et puis on a créé aussi un espace commun et public. Ici, pour le premier projet, ils n'en voulaient pas vraiment de cet espace commun, mais ils sont revenus vers nous après la pandémie. Ensuite, ce projet du Vorarlberg, c'est souvent le paradis de la maison individuelle pour une famille, etc. Ici, c'est un habitat, comme vous le voyez aussi, habitat collectif, subventionné. Et on a pu construire en bois cette fois-ci. En plus, il y a aussi cet espace commun et puis un espace aussi qui est vraiment pour
non seulement un espace pour les habitants d'un de ces petits immeubles, mais aussi pour tout le monde, pour que tout le voisinage puisse se rencontrer, un espace partagé. Et voilà, et maintenant on arrive à Vienne. Bon, pour nous aussi, ça a duré longtemps, avant que nous ayons la possibilité et le droit de construire à Vienne. Alors ici, vous avez vous avez cette œuvre, si je puis dire, de Harry Gluck. C'est un ensemble d'habitats qui a toujours du succès. Ça a été construit il y a plus de 100 ans. Ça s'appelle le parc d'habitation Alt et Ala. Et si vous voulez en savoir plus, il y a Michael Obrist qui a écrit sur Vienne, sur l'habitat social de Vienne, etc. Et il a aussi organisé le pavillon autrichien et créé l'agence pour un meilleur vivre avec Sabine Pollack et Lorenzo Romito. Une institution à but non lucratif créée par la ville. Leur rôle est d'organiser pour la ville des concours concernant la réalisation de ces logements subventionnés. Et ces concours doivent répondre à plusieurs critères. Au début, il y en avait 4. L'architecture, l'urbanisme, l'écologie, l'économie et la durabilité sociale. Maintenant, il y en a 2 qui sont rajoutés avec l'économie circulaire et le Klimafitte Standort. C'est dans le sens aussi écologique, on va dire. Et en fait, ces concours, c'est toujours un promoteur, Bauträger, avec un architecte ensemble qui candidate. Et avec nous, on a déjà tous les experts, on va dire, dans notre... C'est comme chez vous, dans notre équipe. Et en plus, on a souvent un ou une sociologue qui nous aide à développer ce thème de Soziale Nachhaltigkeit, de durabilité sociale. Et ces concours ont une très très grosse ambition, ce qui est bien, mais souvent ça dépasse un peu nos moyens aussi. On nous en demande beaucoup et le corset reste très serré. Donc nos marges de manœuvre restent restreintes aussi. Les coûts sont un facteur important. Ils font partie de la réponse aussi. Comme je vous ai dit, donc l'architecture est un paramètre, mais l'économie aussi. Il faut déjà rendre le prix de la construction et du loyer qu'on va proposer pour le concours, pendant le concours. Donc ça fait partie, on va dire, de la décision du jury. Donc du coup, pour résumer, l'exercice d'architecture est effectif. Et du coup, en général, nous, on se concentre un peu sur 2-3 éléments importants et on essaye de les garder jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours évident. Ça, c'est juste pour... ça ne concerne pas nos projets. Maintenant, je vais passer en allemand de nouveau. Stadtentwicklungskarte, wo Wien ihre Entwicklungsgebiet sozusagen... Ici, ce sont les lieux que la ville de Vienne, au cours des dernières années, a déterminé comme étant ayant des possibilités de développement. Et petit à petit, on reprend aussi la possibilité, on inclut la possibilité de nous concentrer sur l'existant et le bâti existant. Voilà nos projets, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais les quartiers dans lesquels ils se trouvent ont un projet, un sujet, même si un projet peut avoir plusieurs caractéristiques. Mais je vais essayer à chaque fois de prendre un exemple. Ici, il y a 2 architectes et 2 promoteurs qui ont travaillé ensemble. Donc 250 des appartements plutôt grands, des complexes ici d'habitat. Bernd Fly vous en a montré aussi tout à l'heure, et un petit peu comme ce Karl Marx dont il a parlé, nous avons vraiment essayé avec la cour intérieure, repliée sur l'intérieur, nous avons essayé de nous ouvrir au maximum pour pouvoir créer justement cet espace au centre.
un espace généreux, hein, un espace vert avec différentes zones d'utilisation, comme par exemple des terrains de jeu, mais aussi des endroits qui sont plutôt ensoleillés, plutôt à l'ombre, et puis une circulation de la lumière et de l'air. Ici, ça forme naturellement un ensemble presque géométrique. Nous avons il y a ici quatre cages d'escalier verticales qui ont été mises en place pour pouvoir accéder à cet endroit. Et ici, ce que vous voyez, ce sont aussi certaines passerelles et des éléments de la construction qui relient les bâtiments les uns avec les autres. Vous avez aussi la salle commune, si je puis dire, l'espace commun, mais intérieur. Et pour pouvoir intégrer la dimension humaine, nous avons créé... nous avons augmenté le socle du bâtiment, on va dire, donc un rez-de-chaussée surélevé. Et il y a des fenêtres à la française, enfin des ouvertures à la française. Et puis, vous voyez aussi donc tous ces balcons qui ont été créés. Ça rend l'espace, tout cet ensemble, un petit peu plus sympathique et attirant. Ici, les arbres. Alors, bon, on a un petit peu radiné, je dois dire, hein, sur la mise en place des arbres. Donc, ça va prendre un moment avant de ressembler à une forêt, mais néanmoins, c'est en cours. Ici, donc, le Kapellenhof, puisque c'est le nom de cet ensemble. Et ici, ce sont les différents arguments qui sont à prendre en compte à chaque fois que l'on participe à des concours. Nous avons travaillé avec Sonja Gruber, qui est sociologue. Elle a passé 2 ans à parler, à interagir avec les habitants pour vraiment réellement habiter tout cet espace, y compris les espaces communs. Comment mettre en place un échange, comment définir des rôles, des prises de position, de responsabilité. Ça, ce sont voilà, des réunions qu'elle a organisées. Et elle n'est pas la seule. Hein. Différentes organisations sont intervenues. Et puis... comment trouver des gens qui ont envie de faire quelque chose. En fait, c'est tout simple. Hein, c'est cela que cela veut dire. Donc, l'installation, dans un deuxième temps, évidemment, des salles, par exemple, où on joue au ping-pong ou pas. Ici, vous voyez l'accès au projet suivant. Ici, 8 bâtiments qui sont légèrement différents les uns des autres et il y a des passages qui ont été aménagés entre les immeubles. Ces passages sont pour nous particulièrement importants parce que cela crée un lien avec les immeubles voisins. Et évidemment, on a aussi joué sur la hauteur de ces différents bâtiments. Et puis, nous avons aussi souhaité que ces appartements soient traversants de manière à ce que tout le monde puisse profiter de l'espace. Vous voyez ici vraiment une zone de développement énorme. Nous avons été les premiers à nous installer sur cette zone d'aménagement. Toute cette zone est aussi la première avec un aménagement climat neutre. Donc, nous avons des puits artésiens, nous avons des installations de panneaux solaires, nous avons de la géothermie ici qui nous permet de chauffer, de rafraîchir. Donc, vraiment une construction durable. Là aussi, l'espace extérieur commun comme terrain de jeu, pour tous, mais il y a des espaces différents néanmoins. Vous voyez ici un des passages. Ici, nous avons travaillé avec une artiste, Madame Innenhoch, qui a organisé, qui a installé, par exemple, un piano. Il y a un piano, une machine à laver, un sofa.
Ça, voilà, ce sont des objets qui ne sont pas forcément absurdes, qui font partie, au contraire, de la vie quotidienne et qui permettent, par exemple, de s'arrêter, de s'entretenir avec les voisins. Voilà. De ce côté-là, nous avons vivre au rez-de-chaussée. Alors ça, c'est pas une chose facile. Comment mettons en place une zone tampon, peut-être, hein, sans avoir besoin de se barricader, de mettre en place un mur de protection. Vous savez, souvent, c'est quand même comme ça. Dans les rez-de-chaussée, on se protège de l'intrusion, même du regard des autres, etc. Donc, on ferme, on verrouille, etc. Ici, il y a plutôt des installations communautaires qui ont été mises en place, comme ce salon à l'extérieur dont tout le monde peut profiter. Il y a aussi des buanderies collectives, il y a des salles de jeu pour les enfants collectives. Ici, ça, ce sont des surfaces qui se sont tout de suite appropriées hein, par les habitants qui plantent des choses, qui font des jardins, des potagers. Ça, c'est une photo du dimanche dernier et vous voyez que la nature commence à vraiment jouer son rôle. La planificatrice du lieu, enfin la paysagiste, a bien travaillé. Ici, voilà, ça a fini par pousser. Mais bon, voilà, pendant longtemps, on est resté tout seul, vous nous voyez là. Les habitants de ce mini-quartier ont d'abord vécu vraiment entre eux et elles. Et ça a duré à peu près 2 ans, mais maintenant le quartier est habité. Ça, c'est la maison qui se trouve immédiatement à côté, enfin l'immeuble, pardon, qui se trouve juste à côté de Millau, dont Bernd a parlé tout à l'heure. Là aussi, on a été les premiers dans cet espace pour ce concours. C'est le premier que nous... enfin, c'est le premier où, pour le concours, déjà, il fallait apporter les occupants des cellules commerciales ou des espaces ou des entreprises qui allaient s'installer au rez-de-chaussée. Donc, il y avait un restaurateur qui fait, enfin, un traiteur. Il y a une école de danse, donc... et là aussi, les loyers sont extrêmement modérés pour toutes ces utilisations, parce qu'on ne veut pas que les rez-de-chaussée soient des surfaces mortes. Donc c'est un ancrage aussi pour la prise de vie dans ces immeubles. Ici, c'est... le quartier de la gare. Donc, toute cette zone appartenait au chemin de fer autrichien. Et là, on a voulu aussi montrer comment donner vie au rez-de-chaussée. Alors, vous voyez, en fait, les accès, par exemple, ça ressemble à une colonne vertébrale pour pouvoir monter dans les étages. Vous voyez ici aussi des espaces communs, mais superposés ou décalés. Et puis, bien sûr, tout de suite, les jardins qui trouvent... qui ont beaucoup de succès. Ça, on a pris la photo à partir de Millau, puisque je vous ai dit qu'on était voisins. On a essayé de voir d'un point de vue de l'organisation urbaine de quelle manière on pouvait se préserver préserver la lumière et aussi préserver des vues intéressantes, malgré le fait que ce soit ici l'intérieur d'un immeuble finalement. Voilà. Ça, c'est à l'arrière donc de Millau. Ça ressemblait à cela. Pendant longtemps, ça a été vraiment un chantier. Et puis maintenant, c'est totalement intégré dans la planification urbaine. Voilà, et je crois que ça, je vais le passer parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais maintenant, on a parlé donc de l'espace urbain mais commun, vert, accessible, partagé. Ici, on a essayé d'étendre la zone d'accès aux appartements. Ça, c'est une forme très classique.
Et on a essayé d'en faire un espace. En fait, ce sont des paliers. Et comment rendre les paliers utilisables par la communauté des habitants. On peut utiliser de manière communautaire, on peut éventuellement aussi fermer ces espaces et les utiliser de manière privée. Ici, nous n'avons pas eu on n'a pas eu d'interaction entre l'aide, par exemple un accompagnement et les habitants qui sont venus s'installer sans savoir vraiment ce qu'ils pouvaient en faire parce qu'il n'y a pas eu de conseils. Donc nous verrons. Je n'ai pas encore eu le temps d'y retourner et de voir ce que ça a donné, mais nous verrons de quelle manière les habitants s'approprient ces espaces et ce qu'ils en font. On revient dans cette zone autour de Millau. Transparadiso a utilisé une partie de cet espace, nous un autre pour pouvoir construire ce projet. Et là, on a joué avec les hauteurs sous plafond. Pour tous les projets, on essaye de promouvoir la mixité sociale, c'est-à-dire qu'on a des petits appartements, on en a des grands. Il y a toujours des partenaires sociaux avec lesquels nous travaillons et que nous essayons d'intégrer, par exemple SOS Village d'enfants, mais aussi un jardin d'enfants qui est installé, mais aussi une entreprise ou des bureaux, etc. Voilà, ça c'est un appartement. Mais qui pourrait être traditionnel, mais nous avons une hauteur sous plafond de 4,20 mètres. Donc il y a des unités qui sont plus petites, qui vont partager des espaces communs plus grands, qui ont des mezzanines. Ici, vous voyez en bois la mezzanine qui sert de chambre à coucher, en bas la salle de bain. Mais chacun pouvait évidemment s'approprier l'espace comme il le voulait et l'organiser. Ça, ce sont les salles dites, les espaces communautaires, donc avec buanderie, etc. Donc il y a une unité qui ressemble à ça, une autre qui peut ressembler à cela, une troisième est aménagée de cette façon-ci. Et nous n'avons pas voulu mettre les balcons les uns à côté des autres parce qu'on n'y voyait aucun avantage qualitatif. Donc, nous avons ici fait une fenêtre habitable, c'est-à-dire que c'est un banc intégré qui est utilisé soit par plusieurs personnes, soit de manière individuelle. Vous le voyez là. Ça a été accepté très rapidement et apprécié surtout. Pour moi, c'est un espace intermédiaire extrêmement intéressant. Ça, vous le connaissez. L'Hackathon Vassal. Qui a des espaces qui se ferment et s'ouvrent en fonction de la saison. Donc, ce sont comme des extensions d'appartements ou d'espaces habitables. C'est très apprécié. Bon, en été, on ouvre, en hiver, on ferme, etc. C'était une dent creuse ici qui a été donc aménagée par ce bâtiment très apprécié, très aimé aussi à Vienne. Un peu une curiosité. Les 3 derniers projets. Alors, il y en a un qui vient d'être réalisé. Pour les 2 autres, on vient de gagner de concours. C'est pas toujours évident à partir de projets de concours de réaliser à l'identique. Là, il y avait aussi de l'habitat participatif. Nous, c'était la partie
plutôt du logement subventionné, mais nous avons travaillé ensemble depuis le début et c'est aussi une première que un groupe d'habitation participatif qui travaille avec des architectes. Avant, les personnes qui étaient en habitat participatif ou construction participative, il restait plutôt pour eux et les architectes de l'autre côté. Mais maintenant, c'est de plus en plus souvent ensemble. Donc là, notre défi, c'était assez technique. C'est vrai qu'il y a des difficultés à Vienne. En bois, par exemple, pour des questions de protection incendie, on ne peut pas dépasser 6 étages et les entreprises du bâtiment n'ont pas trop l'habitude de travailler le bois. Il y a beaucoup de résistance pour ce genre de projet en bois, mais le bailleur social, il était solide aussi. Nous avons réussi, malgré les adversités de réaliser. Nous avons même fait un test incendie puisque le département de la ville pour la protection incendie, pour donner le permis de construire, nous ont aussi posé beaucoup de difficultés. Mais avec cet essai incendie, nous avons pu les convaincre de cette construction en bois, même en cas d'incendie. Donc, c'était une réussite. Et pour ce projet, nous avons aussi fait des travaux de recherche. Nous avons vraiment commencé aussi pour nous de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de construire avec du bois, qu'est-ce que ça veut dire de construire avec du béton ou avec des briques. Donc, c'est quoi le bilan CO2 de chaque matériau, aussi d'un point de vue de durabilité. Et donc, parallèle à ce projet-là, nous avons commencé à faire des recherches et des analyses du bilan CO2 et d'autres effets, en fait, pour chaque matériau. Nous avons aussi on a réussi à garder les plafonds sans les cacher, sans les couvrir. Donc là, nous avons réussi à garder les plafonds à l'intérieur et la façade à l'extérieur. Tout le reste a dû être coffré. Ce sont 2 concours que nous avons gagnés, mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Il faut voir ce qu'on arrive à faire. Et ici, ce sont des immeubles qui sont plus bas et nous avons essayé de faire un projet qui s'adapte bien au changement climatique, donc avec des couloirs d'air frais pour une circulation et une aération naturelle. Bien sûr, ici, on travaille main dans la main avec le bailleur social et on essaye de faire c'est presque comme des colombages, la technique des colombages où on remplit en fait les interstices avec de la paille et d'autres matériaux naturels, l'argile pour les rendre écologiques. Mais bon, là aussi, il fallait faire les bilans CO2 parce que ça coûte à l'environnement et pareil, le coût des matériaux. Tout ça, nous sommes en train de l'analyser. Mais bon, il y a un grand défi, il y a encore beaucoup d'interrogations. C'est avec Gerner Plus, c'était avec un autre promoteur et un autre architecte. Et ici, on a eu l'existant du bâti. Nous avons essayé de le préserver, mais c'est compliqué parce qu'officiellement, il n'y a pas d'argent pour ça. Donc là aussi, il faut voir comment le réutiliser. Les
promoteurs et les bailleurs sociaux, ils sont aussi dans un corset. Ils ont beaucoup de contraintes et nous espérons de pouvoir le garder du mieux qu'on peut. Ici, normalement, c'est un socle de 2 étages, mais il y a beaucoup d'infrastructures sociales et publiques. Et souvent, c'est aussi un obstacle pour un bailleur social, puisque les subventions, ils peuvent faire du logement subventionné, mais pour l'utilisation du rez-de-chaussée, c'est pas toujours le cas de trouver des subventions. Donc là, il y en a beaucoup. Donc pour le financement, c'est pas évident et nous ne savons pas si ça peut vraiment se réaliser comme ça. Il me reste 4 minutes, on me dit. Donc ici, la durabilité, ça c'est aussi un enjeu. Ici, c'est un immeuble à plusieurs étages, pas une grande tour, mais quand même plusieurs étages. Et nous nous sommes entourés d'experts qui d'un côté ils essayent de voir comment réduire le bilan CO2 du béton et de l'acier. Apparemment, ça marche, ça réduit à 67%. Et ici, il y a aussi un système complet de l'approvisionnement en énergie, mais neutre pour le climat, donc qui ne pèse pas sur l'environnement. Et ici aussi, c'est la réutilisation de choses, de réutiliser des matériaux pour les recycler et les réutiliser. Et la question de la faim, c'est une question récurrente pour nous. C'est vraiment le gros enjeu pour nous. Tout est question de voisinage, n'est-ce pas? C'est la question du voisinage. Voilà, c'est la question du voisinage. Est-ce que c'est pas ça, au final, la question, on va dire, clé? Et voilà, merci beaucoup.